Le problème de la santé est tellement grave, tellement sérieux sur tout le territoire, qu'il y a des soignants qui ont été toqués à la porte de soignants qui étaient élus et qu'on dit probablement qu'il faut porter une candidature santé, car on a l'impression que dans le débat actuel, à part immigration, sécurité, économie, pouvoir d'achat, on ne parlera pas de santé. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, bon début de semaine à tous. Maximilien Bachelard est là, bonjour Max. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute et président de l'Institut du Comment. Et une fois n'est pas coutume, nous avons un invité aujourd'hui. Il s'appelle, c'est le docteur, je vais lui donner du docteur, Arnaud Chiche. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes médecin réanimateur à la polyclinique de Hénin-Beaumont. Vous êtes un Héninois, comme on dit. Alors pas tout à fait, j'y travaille, mais j'habite près de Lille en fait. Ville conquise par le célèbre Steve Briouat au premier tour des élections municipales. Vous êtes lanceur d'alerte, fondateur du collectif Santé en danger, un collectif qui ressemble des professionnels de santé. Il y en a combien aujourd'hui dans le collectif ? On est globalement 220 000 sur les réseaux d'actifs. On a créé une association l'année dernière, on est pas loin de 6 000 dans l'association. Ce sont des professionnels de santé qui sont insatisfaits du Ségur de la santé, on va dire. Notamment, c'est surtout, effectivement, c'est surtout des professionnels de santé qui estiment que les conditions ne sont plus remplies pour l'exercice serein de leur travail. Il y a aussi des usagers. Ce qu'on appelle usagers, c'est des patients potentiels. En tout cas, c'est des gens qui ne sont pas soignants, mais qui soutiennent en fait notre démarche. Voilà, donc il y a de tout. Il y a des politiques, des journalistes, des profs. Et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes un candidat pour de sérieux ou pas ? Alors, être candidat, ça veut dire s'être déclaré candidat, j'imagine, dans les médias, dans la presse, sur une radio. Et c'est donc ? Pas du tout mon cas. D'accord. Je n'ai fait aucune déclaration officielle. Ce qui se passe, c'est que le problème de la santé est tellement grave, tellement sérieux sur tout le territoire, qu'il y a des soignants qui ont été toqués à la porte de soignants qui étaient élus et qu'on dit probablement qu'il faut porter une candidature santé, car on a l'impression que dans le débat actuel, à part immigration, sécurité, économie, pouvoir d'achat, on ne parlera pas de santé. Parce qu'en fait, la cinétique, entre guillemets, pour le Covid, elle est bonne. On comprend tous que ça va diminuer. Le gros problème, c'est qu'on a la désagréable impression que les candidats à la présidentielle sont pressés de vite mettre le sujet santé sous le tapis. D'accord, donc c'est pas vous qui êtes candidat, c'est qu'on vous a désigné candidat. C'est plus juste. Voilà, bien. Et sinon, vous êtes là-dessus, je respecte et je trouve ça très responsabilisant. Et j'ai beaucoup de respect pour les élus qui font cette démarche-là. Et là où je peux les rassurer, c'est que si cela se traduit par exemple, une médiatisation accrue en faveur de la santé, ce que nous faisons déjà au sein du collectif, c'est une super démarche. D'accord. Et sinon, vous êtes papa poule, mec sympa et triathlète. Ouais, vous avez lu LinkedIn. Ouais, j'ai regardé, j'aime bien voir ce que les gens mettent. Mais c'est vrai, alors je trouvais que ça tranchait un peu de mettre ça sur LinkedIn, on n'a pas l'habitude. Alors en fait, après triathlète, ça se voit pas tout de suite. Ouais, alors vous commencez à être désagréable, mais on m'avait prévenu. Ouais, mais on vous avait dit. Non, alors je vous explique juste. Je fais du triathlon depuis 15 ans, j'en fais 2 à 3 par an habituellement. D'accord. Mais je dois faire pour cela entre 5 et 10 heures de sport par semaine. Et depuis que j'ai créé ce collectif, j'y accorde environ 19 à 20 heures par jour. 19 à 20 heures sur 24, enfin j'y suis 19 à 20 heures sur 24 depuis 20 mois et je suis pas un surhomme, je n'arrive pas à faire les deux. Cependant, j'en ai conscience, donc c'est déjà, je dis ça à un psychologue, j'ai pris conscience du problème, donc c'est déjà une partie de la résolution et je suis heureux de vous dire que je fais à nouveau très attention à cela et que donc j'ai repris la course à pied notamment et je suis inscrit pour tout vous dire à un semi-Ironman en septembre et j'espère que je serai suivi après les élections. Vous serez à l'Elysée donc oui, alors c'est le risque auquel cas j'espère que mon influence mondiale, j'ai envie de vous dire, me permettra de bouger les dates du semi-Ironman. Voilà. À ce moment-là. Maximilien. Oui, alors vous aussi vous êtes triathlète. Exactement. Je voulais que vous commenciez par une note d'introduction, si vous voulez bien. Alors déjà, aujourd'hui, on va parler donc de santé, de médecine. Je suis psychologue, ça concerne indirectement les psychologues, tout ça, mais on va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Mais je voulais passer un petit bonjour à quelques psychologues qui sont finalement un peu concernés par tout ça, notamment Gilbert du SNP, Camille de M3P, Joaquina de la FFPP, et puis David Dacopsy et Renato de Propsy.
Alors c'est quoi ? C'est des associations de psy qui ne savent pas se parler, qui ne savent pas construire ensemble, mais qui finalement, grâce au gouvernement, ont réussi à tous s'indigner sur la même note de musique et sont finalement, donc on peut remercier le gouvernement, en train de se rapprocher tout doucement pour pouvoir essayer de faire passer un message. Donc moi, pour commencer, je voulais vous faire une petite introduction sur la question de la santé. Et puis j'ai quelques questions à poser à Arnaud avec toi, Philippe. Donc la santé, elle est industrialisée, c'est pas une nouveauté. En France, mais partout dans le monde, c'est un objet financier. Ça a un coût. Environ 30 à 40 000 $ à New York pour faire un accouchement. En France, on ne paye pas directement ou très peu, mais ça n'est pas gratuit. C'est assuré par le contribuable. Donc j'invite les gens à se faire hospitaliser à l'étranger, à payer leur IRM ou leur simple opération de routine pour réaliser le coût de ces centaines d'actions qui ne nous semblent parfois ne plus avoir de valeur. La sécurité sociale date de 1945, pour rappel. Elle a été créée par le Conseil national de la résistance et on va fêter le 4 mars les 20 ans de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Pour information, hier, je suis tombé sur une tribune de 1000 chefs de service pour sauver l'hôpital public. Donc ça démissionne, ça dénonce, ça manifeste, ça parle de plus en plus en ce moment. Plus les années passent, plus on optimise le temps, les rendez-vous, on découpe en petits bouts, on voit des professionnels, mais est-ce qu'ils se parlent encore ? On prend des rendez-vous en ligne, on fait des téléconsultations, y compris dans des chaînes de supermarchés. Il y aura bientôt plus de secrétaires, c'est bientôt terminé. On morcelle le travail, on passe de plus en plus d'heures à attendre. Il y en a des médecins, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. On dit qu'il y en a beaucoup dans les grandes villes, mais ils sont débordés, et dans les zones rurales, ils sont également assaillis. On ferme les lits, on en parle depuis une dizaine d'années, on insiste à une fermeture non programmée de dizaines de services d'urgence, notamment la nuit, quand c'est le moins arrangeant, et également du SMUR. Et étonnamment, pas que dans les quartiers pauvres ou les territoires perdus. Ça arrive dans des endroits parfois très cossus, à quelques minutes de la capitale. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité, notamment parce que certains professionnels pratiquent moins. Mais est-ce qu'on est en sécurité avec un accoucheur qui n'a pas pratiqué depuis quelques mois, ou est-ce qu'on est également en sécurité quand on accouche sur le bitume ? C'est la question que je me pose. Donc il manque du personnel, il manque de médecins, on remplace les médecins par les infirmières, et revoilà les grèves. Ça date pas du Covid, clairement, c'est juste qu'aujourd'hui, ça commence à se voir, à se sentir, à s'entendre. Pour terminer, l'éducation, la protection de l'enfance et la santé sont nécessairement peu rentables dans l'immédiat, mais c'est un investissement indispensable sur le long terme. Donc les deux derniers sont en état de catastrophe. Est-ce qu'il y a un plan pour la suite ? Apparemment, le collectif Santé en danger semble être le seul organe qui a un plan qui tient la route. Donc on va commencer là-dessus. Bravo en tout cas, bravo. Sacrée introduction. Bravo. Mais c'est la vérité. Non mais bravo. Vous avez fait là un tour d'horizon vachement bien, qui reprend l'histoire et puis surtout qui permet de rappeler aux gens qu'on a de la chance quand même d'être dans un pays avec un système de santé jusqu'à maintenant en tout cas gratuit. Alors c'est pas gratuit, hein. On s'entend. C'est pris en charge. C'est pris en charge. Ah ouais, mais c'est vrai. Oui, non, mais parce que les gens, ils ont l'impression que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. C'est pour ça que je parle de ça. Quand on part à l'étranger, qu'on reçoit la note, on comprend tout de suite que le soin a coûté 2, 3, 4 000 $, 6 000 $. Et on se dit, finalement, c'est le même tarif en France, mais sauf que j'ai pas la note. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs, vous me donnez une idée. On pourrait tout à fait informer les gens du tarif du soin dont ils ont bénéficié. Du tarif d'une chirurgie, du tarif d'une consultation aux urgences, d'une radio faite à 23h un dimanche soir quand on a mal à la cheville depuis 10 jours, etc. C'est du vécu, des choses comme ça. On pourrait tout à fait imaginer en fait de l'information. Alors, juste pour pas faire le débat avant le débat, sachez que pour moi, ça, c'est l'item éducation. Et dans l'item éducation, il y a évidemment l'éducation de nos enfants à la bonne alimentation, l'environnement, le bon soin. Je pense qu'on peut apprendre ça aux enfants. L'éducation, c'est également l'éducation des administrés ou des citoyens français au sujet de leur système de santé. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi et puis derrière dire il faut qu'on finance le n'importe quoi ou alors qu'on l'organise. Non, quand on prétend comme nous, dans le cadre du collectif, avoir des idées et surtout sentir la nécessité de changer les choses, il faut être sérieux. Être sérieux, ça veut dire aussi se pencher et se concentrer sur des comportements qui seraient juste pas possibles aujourd'hui. Donc en fait, voilà, on peut pas, si vous voulez, on peut pas reprocher au gouvernement, aux tutelles, à l'organisation du soin, d'avoir une vision d'économie marchande,
et d'un autre côté laisser faire par exemple des Français qui ont une approche consommatrice du soin. Là, voilà, donc à la fois... Parce que pour eux c'est gratuit. Exactement. Bon, alors, c'est vrai que c'est pas le bon terme, mais leur rappeler, bon, de toute façon, on sait tous qu'on le paye dans nos impôts quand même, hein, grosso modo. Et moi, pour ma part, je ne suis pas sûr que ce soit en faisant payer les urgences que ça a changé, ça va fondamentalement changer. C'est surtout, alors là, Maximilien, sur ce point-là, on peut discuter de tout, mais en fait, la réalité, c'est que socialement, c'est dégueulasse. Parce que qui vient aux urgences ? Je vais vous le dire, moi, je prends des gardes aux urgences. Qui vient aux urgences ? Les précaires, le grand âge, les isolés, les pauvres tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant en fait. Alors, pas forcément seulement, mais en tout cas beaucoup ceux que je vous ai cités. Et les gens qui ont les moyens entre guillemets ou qui sont socialement bien insérés, il suffit qu'on leur explique une fois qu'il faut pas aller aux urgences pour rien. Bon c'est tout, ils vont pas aller aux urgences pour rien. Mais en fait, il faut comprendre que la nuit aux urgences, on vous ramène une petite dame qui a été retrouvée en train d'errer dans la rue parce que juste elle a des troubles elle ne sait plus rentrer chez elle. On vous ramène une femme de 25 ans qui est en curatelle, qui vit en foyer et puis qui s'est fait avoir par son dernier petit copain qui lui a piqué son ordinateur, son argent, et elle arrive aux urgences parce que elle fait une crise d'angoisse. Enfin voilà, c'est ça le truc. Hein. Donc, c'est souvent des gens et donc qu'on dise qu'il manque une structure pour ces gens-là, qui serait peut-être autre chose que les urgences. Bon, je suis d'accord. C'est encore une rustine, quoi. On a fait l'économie en tout cas, voilà, c'est bien dit. C'est bien dit. Bon, Arnaud, moi j'ai des questions, et puis Philippe, tu en rajouteras s'il y a besoin, mais alors je voulais commencer par le nombre de médecins. Il y a moins de 100 000 généralistes en France, et 5 millions de Français sont sans médecins généralistes. Alors, la question que je me pose, je vais te laisser y répondre, c'est une volonté ou c'est bêtement une non-anticipation ? C'est les deux. Ça a été une volonté. Parce qu'on a quand même bien les chiffres, on a des observatoires, la natalité ne va pas exploser ce soir, on ne va pas avoir 6 millions de Français demain matin, donc c'est quand même assez anticipable. C'est une erreur, incroyable de projection en fait. Il y a des gens il y a plusieurs choses. Petite parenthèse, j'ai jamais réussi à retrouver la phrase sur les réseaux sociaux, mais Macron aurait dit avant d'être élu président que plus il y avait de médecins, plus il y avait de patients. On n'a pas retrouvé le truc, mais il y en a qui l'ont entendu. Ça peut laisser songeur. Parkinson. Ça peut laisser songeur sur une certaine idéologie au niveau de nos dirigeants. Je referme la parenthèse. Mais c'est pas à cause de Macron. Non, le numerus clausus, c'est bien avant. Non, mais en tout cas, c'est notre président actuel. Et il vise à encore être président. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a eu un numerus clausus. Alors, moi, j'étais gamin. Moi, j'ai eu le concours de médecine en 94. Il y avait 200 places et on était 2000. Bon, bah, écoute, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise ? Et donc, j'ai connu des gens qui ont redoublé, triplé. J'ai connu à l'époque des bacs scientifiques, mention très bien, qui ont échoué. Donc là, il y a eu un manque de perspective, d'anticipation. Donc en 2022, on en a encore un peu à savoir réfléchir sur combien il faut de médecins. Il y a une petite fourberie de communication actuellement, parce que la Loiriste, on nous dit qu'on a supprimé le numerus clausus. C'est ce qu'on nous a dit. Mais le terme numerus clausus a été supprimé. C'est remplacé par le terme numerus apertus, qui s'accompagne, c'est vrai, d'une augmentation trop modeste, mais d'une augmentation entre 18 et 20% a priori du nombre de places en médecine. Cependant, il y a des mouvements très forts. Sachant qu'il faut 10 ans, évidemment. Tout à fait, et que c'est pas instantané. Il y a des mouvements qui disent que c'est pas très vrai et que les chiffres ils sont pas tant en augmentation. Les chiffres officiels, c'est qu'il y a une augmentation des postes de 20%, ce qui est déjà important. Assurément, en tout cas, en ce qui concerne par exemple les spécialités. À la fin de la 6e année de médecine, on passe au concours pour être spécialiste. On a beaucoup augmenté les promotions d'anesthésistes. Ça, je peux en témoigner. J'avais eu Olivier Véran au téléphone qui avait dit qu'il augmentait les proportions de pédiatres. Ils essayent, mais il y a une inertie, c'est comme faire prendre un virage à 45 degrés d'un gros paquebot, on peut pas le faire comme ça, voilà, ça va prendre du temps. Voilà, et c'est sous forme de questions ce matin, de quoi la santé française est-elle malade ? Maximilien Bachelard est avec nous, et notre invité, Maximilien, est le docteur Arnaud Chiche. Alors, un maximum de thématiques, puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la santé, et Arnaud Chiche, vous trouvez que la santé n'est pas assez présente, mais en tout cas sur assez de sujets dans le débat. On a vécu pendant bientôt 2 ans, avec des vies modifiées par des règles de vie qui étaient directement en lien avec des indicateurs sanitaires. Nombre de patients hospitalisés en réanimation, nombre de patients hospitalisés tout court. La santé est un sujet important pour les Français, mais les candidats à la présidentielle, ils devraient rassurer les Français sur leur
bouclier sanitaire. C'est ça la notion. Qu'est-ce que c'est le bouclier sanitaire ? C'est être capable d'opérer tout le monde, c'est être capable de faire face à une pandémie, c'est être capable de faire de la prévention et c'est être capable d'aller aux urgences à 3h du matin. Moi, je les attends sur le bouclier sanitaire. Quel bouclier sanitaire ils nous proposent et quel est le bouclier sanitaire proposé aux Français ? Il n'y a pas de réponse là-dessus. Il y a des petites idées à droite, à gauche. Quel est le bouclier sanitaire du candidat Macron ? J'attends encore, du candidat Zemmour, du candidat Le Pen. Alors ça, c'est Vous l'avez vu, Macron, vendredi ? Alors, j'ai pas le droit de vous dire. Non, mais si, on se dit tout, allez. J'étais reçu par sa conseillère santé. Et en fait... À sa demande ? Ou à votre demande ? Non, disons qu'il est venu en visite dans le Nord et moi il est venu quasiment dans mon village en fait, et donc j'avais fait une demande de rencontre et on m'a dit que le timing était serré, donc il valait mieux que je sois reçu à l'Elysée. Donc voilà comment ça s'est passé. En fait, la question à poser, le bouclier sanitaire, c'est quoi ? C'est les déserts médicaux, c'est pourquoi les urgences sont fermées, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pourquoi on ferme les lits, c'est pourquoi on peut plus opérer les Français. Moi, sur ces questions-là basiques, quelles sont les propositions ? Nous, on en a. Je voudrais être rassuré sur les gens qui veulent être président de la République, parce que il est certain qu'il vaut mieux pas aller faire la guerre tous les jours, qu'il faut qu'on ait des banques, il faut qu'on ait un peu de sécurité, il faut qu'on ait une préoccupation climatique, mais assurément, si on peut pas se soigner nos enfants, nos parents, nos copains, on va pas être bien. Par rapport à ça, justement, est-ce qu'on a des chiffres de tout ce qui a été reprogrammé ? Parce que je suis du monde. Mais Maximilien, bien sûr. Qui ont des cancers, bien sûr, qui sont finalement pas opérés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de place. Et je me suis dit, mais ça se chiffre à combien le nombre y compris de morts par manque d'opération ? Voilà. Ce chiffre-là fait froid dans le dos et évidemment, quand on a peur d'un chiffre qui ferait froid dans le dos, on le monitore pas. Donc ça n'a pas été monitoré. Il n'y a pas de réponse. Ça n'a pas été mesuré. La doctrine officielle, c'était on reporte la chirurgie fonctionnelle. Ça veut dire il n'y a pas du tout de chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. En vrai. Non, les chiffres qu'on connaît. On sait qu'à Marseille, par exemple, on a arrêté jusqu'à 60% de la chirurgie cardiaque. Ouais. On sait qu'à Necker, il y a eu jusqu'à 40% de chirurgie pédiatrique d'arrêté. On sait que globalement, sur la France, il y a eu entre 20 et 40% de déprogrammation. Mais en fait, on sait aussi, de sources sûres via les acteurs de terrain, vous savez que le collectif Santé en danger, en fait, il a un maillage territorial. Donc moi, j'ai les infos en direct de tous les hôpitaux de France. Il y a eu des cancers décalés, il y a eu des interventions graves qui ont été décalées, il y a eu des retards de diagnostic, il y a des gens qui ont été découverts avec des métastases, alors qu'en fait, ils ne devaient pas avoir de métastases. Et ça, c'est la réalité du soin aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, il faut bien comprendre, c'est que là, on pourrait dire, ouais, chiche, il est mignon, mais quand même, le Covid, c'était compliqué à gérer. Mais c'était le Covid. Mais demain, vous savez ce que ça va être, la prochaine crise sanitaire ? C'est la canicule. On va avoir des crises caniculaires en relation avec les crises climatiques. Les deux autres crises qu'on va avoir après, elles sont démographiques. Vieillissement de la population, ça c'est notre pays et il faut en être fier. On est une société moderne, on n'a pas encore décidé de laisser mourir les personnes âgées. Il va y avoir d'autres choses, des flux migratoires très importants dans les années à venir, en rapport avec le manque d'accès à l'eau, le manque d'accès à l'alimentation et le réchauffement climatique. Donc en fait, soit on redimensionne une bonne fois pour toutes le bouclier sanitaire pour être capable de faire face avec des idées, et là je ne vous parle pas d'un catalogue de rustines, je parle d'idées en profondeur, de changer le logiciel, soit on continue à faire n'importe quoi. Alors une question par rapport à ce fameux bouclier, depuis 2000, il y a 80 000 lits qui ont été supprimés. Ouais. Tout le monde est d'accord sur le chiffre d'ailleurs pour une fois. Ouais, alors dans le public, mais ce qui est important, c'est qu'avec les années, on a optimisé certaines techniques qui fait que y a des gens, on va les garder 2 jours, il n'y a plus besoin de les garder 4 ou 5 jours. Mais à l'inverse aussi, on peut imaginer, et on en connaît tous, des gens qui sont sortis un peu trop tôt parce qu'il n'y a pas de place. Alors, très sincèrement et très objectivement. Voilà, part. Ouais, ok. Alors, déjà, quand on dit de la réduction qui est logique et de la réduction qui est quand même un petit peu. D'abord, une chose très importante pour vos auditeurs. Mais c'est important de dire que c'est 2000 aussi. Bien sûr, parce qu'on reparle de la fermeture des lits, mais ça fait 20 ans. Ça fait 4000 lits par an. Chaque année, ça décroît, ça décroît. Depuis le mandat du président Macron, c'est 17 000 lits. D'abord, pour les auditeurs, la fermeture des lits. Les chambres existent toujours, il y a toujours les lits dedans. Hein, d'accord ? Quand on dit fermeture de lits, ça veut dire qu'on décide qu'un service ferme. C'est-à-dire qu'on enlève les infirmières quand on les a pour les mettre ailleurs. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ferme les lits parce qu'il n'y a plus d'infirmières. Donc en fait, il faut comprendre que le lit physique existe toujours et la chambre aussi. C'est pas détruit, c'est juste que ça devient un couloir vide. Ça, c'est le premier point. Donc le vrai problème, c'est les ressources humaines. D'accord ?
sciemment appliqué aux établissements de santé une vision d'économie marchande en leur disant soignez de plus en plus de patients avec de moins en moins d'infirmières. Soignez de plus en plus de patients cancéreux, mais vous aurez de moins en moins de financement. De 2004 à 2019, le nombre d'infirmières a baissé. Le nombre de médecins a augmenté, ou il est à peu près stagnant, et il a nettement diminué, c'est les chiffres de l'adresse qui indiquent ça. Avec une information intéressante que j'ai trouvée sur la rémunération annuelle brute en dollars des infirmiers à l'hôpital. On est à 42 400 par an pour la France, 44 000 en Italie. On est rémunéré 50 800 au Royaume-Uni, 53 000 en Allemagne, 56 000 en Espagne et 59 000 en Belgique. Aujourd'hui, quand on est infirmière, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. On démarre à 1 500 euros. Peut-être même moins parfois. Mais il suffit d'aller en Belgique pour toucher 15-20 000 euros tout à fait. Plus 20 000 dollars par an. Pas qu'en Belgique, Maximilien, en Suisse, aussi au Luxembourg. Donc il y a une fuite des infirmiers des territoires. On est peut-être celui qui paye le moins de toute l'Europe de l'Ouest. Tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que c'est la France qui déconne ou est-ce que c'est les autres pays ? Voilà. Bon, le problème, il faut s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Moi, quand j'ai un chef de service de réanimation de Bordeaux qui me dit Arnaud, je suis obligé de fermer des lits. J'ai le même exemple avec Paris. Je suis obligé de fermer des lits de réanimation parce que en pleine crise pandémique, parce que je n'ai plus d'infirmières pour faire tourner les lits. Je lui dis mais pourquoi t'as plus d'infirmières ? Et il m'explique mais parce que tu comprends, les infirmières, elles n'ont pas les moyens d'habiter dans les centres-villes des grandes villes quand l'hôpital est dans le centre-ville. Elles sont obligées de vivre en périphérie des grandes villes et en fait au début elles le font puis au bout d'un moment elles en ont marre de faire 50 km pour aller bosser. Donc le vrai souci c'est la rémunération, le logement. Il y a un vrai sujet sur le logement. Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas encore d'appartements à loyer dédiés pour les soignants. Enfin, c'est d'une telle évidence que le premier qui va faire ça on va lui donner le prix Nobel. Mais c'est juste impensable. On a commencé à en parler au moment du Covid d'ailleurs. Ouais mais c'est tard, c'est tellement évident. On demandait aux gens s'ils pouvaient héberger gratos l'infirmière et on n'avait pas pensé exactement. à non mais c'est rien que ça, c'est un scandale. Écoutez, c'est pas de la faute des infirmières, c'est tous les hôpitaux parisiens, c'est en plein centre-ville de Paris quand même. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma là ? Alors bon, donc il y a le salaire, il y a autre chose de fondamental que les gens doivent comprendre. Quand on est une infirmière et qu'on a été à l'école d'infirmier, on a appris à bien donner les médicaments, aux beaux horaires, on a appris à installer le patient, s'assurer qu'il soit confortable, on a appris à discuter avec le patient, s'intéresser, c'est un psychologue que je vais dire ça, à tout son vécu, pas que le somatique, le psychologique, son bien-être. Bon, ça c'est le premier point. Et puis surtout, on l'a appris à faire ça bien, à tenir la main, à ne pas brusquer. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a tellement pas assez d'infirmières. Elles ont tellement trop de patients à gérer en même temps. La sécurité des soins n'est plus garantie. Il n'y a plus aucun bien-être au travail. Aucun. Elles ne peuvent plus faire leur exercice comme elles l'ont appris à l'école. Ce qui fait, petit aparté sur la formation, quand on est à l'école et qu'on fait un stage dans ces conditions-là, on va pas au bout. Et il y a 20 à 30% des étudiants infirmiers qui ne deviennent jamais infirmiers parce qu'en fait, ils sont écœurés dès qu'ils arrivent en stage. Je fais appel là à la notion qui pourrait être révolutionnaire de ratio. Nombre de patients par infirmière. Si on limitait le nombre de patients par infirmière dans les services classiques, je ne parle pas de soins critiques, ça existe déjà. Réanimation, soins continus. Mais bien sûr, Maximilien. Dans toutes les interviews, quand mais en France, ça se fait pas. Les infirmières disent je suis parti en Suisse. Alors au-delà du salaire, c'est j'avais le temps en fait de parler aux gens, quoi. Et en fait, Maximilien, si on met des ratios, forcément, il va falloir du monde en plus. Donc, on va ouvrir les instituts de formation. Les stages des étudiants, ils seront chouettes, les stages, parce que ce sera des bonnes conditions d'exercice. En fait, il faut rendre sexy, bankable, attractif ces métiers-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais là, on ne parle pas des infirmières libérales, attention. Non, mais on peut en parler aussi. Oui, on peut en parler aussi, parce que l'acte de l'infirmière libérale, il n'a jamais été revu. Qu'est-ce qu'ils disent en ville ? Et la ville, c'est le poumon de l'hôpital. Si la ville, ça marche bien, l'hôpital, ça va. Si la ville, ça va pas, c'est la catastrophe pour l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, mais enfin, les kinés, par exemple, les psychologues aussi, il y a encore une autre problématique pour les psychologues, mais les kinés, ils disent, mais enfin, il faudrait que l'acte, ils suivent l'inflation, en fait. Ils disent ça. Les kinés, ils sont capables de vous montrer qu'en 20 ans, en fait, ils ne font que diminuer leur revenu en travaillant plus. Donc parce qu'en fait, 4 à 5 patients dans l'heure, et dans 4 à 5 salles, et ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc en fait, juste, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en reparler après, mais en gros, cette vision d'économie marchande appliquée à la santé... Je vais t'attraper là-dessus après. Bon, alors je ne vais pas plus loin. Parce que tu as parlé de la qualité de vie au travail, donc il faut savoir qu'il y a eu l'Observatoire national de la qualité de vie au travail qui a été mis en place, et on a 3 experts qu'on appelle la QVT qui se sont intéressés à ça, et puis qui ont démissionné.
Parce que... Et donc c'est l'acronyme de... Voilà, qualité de vie au travail. Donc ces experts-là ont fait leur expertise, puis ils sont partis en expliquant finalement que tout ceci était une grosse blague, puisqu'on observait sur le terrain quelque chose qui était en contradiction avec les promesses du Ségur de la santé. Donc il y a quand même des experts de la qualité de vie au travail qui disent finalement, nous on veut pas être compromis dans une histoire et donc mentir, on est tellement hallucinés qu'on préfère partir. D'ailleurs je sais même pas ce qu'est devenu l'observatoire, parce les experts sont partis. Oui, mais c'est une fumisterie, tu vois, on peut mettre aussi un observatoire demain de la déprogrammation, hein, si on n'a pas de solution à apporter, ça ne sert à rien. Alors c'est un mauvais recrutement, on aurait dû prendre des gens qui... Non mais tout à fait, alors tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que en fait... effectivement, le Ségur de la santé a été l'objet de plein de promesses. Depuis juillet 2020, globalement, on a réussi, le collectif Santé en danger, à faire admettre à tout le monde qu'il est insuffisant. Comme il n'y a pas de réaction chez les politiques, nous on a décidé de lancer le vrai Ségur de la santé avec 40 jours d'audition et un sommet santé national fin mars pour justement gommer et rectifier tout ce que tu viens de dire, notamment sur la bienveillance institutionnelle. Il faut s'inscrire, qui peut participer? Ouais, www.levraisségur-de-la-santé.fr, nom, prénom, vous avez le programme, tout le monde peut s'inscrire et surtout, tout le monde peut demander à être auditionné. Ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que ça va être vraiment un programme santé ascendant avec des experts santé, bien sûr. Hein. Il va y avoir des experts santé tous les jours, pendant 40 jours, sous forme de Zoom public. Mais on a imposé dans notre vision d'organisation que tout le monde pouvait être auditionné. Alors évidemment, tout le monde, si on est à 25 000 inscrits, on va avoir du mal. On en a quand même déjà beaucoup. On m'a interdit de dire le chiffre, donc je ne vais pas vous dire qu'on a déjà 1500 inscrits, mais je vais me faire engueuler. Surtout ne le dites pas. Surtout, je ne le dis pas. Et en fait... l'idée, encore une fois, c'est que vous savez, il y a quelque chose qui parfois est un peu blessant sur, par exemple, les médecins qu'on voit sur les plateaux de télé. Bon, j'en fais partie. Moi, j'ai essayé de contacter les médecins des plateaux de télé pour leur dire, maintenant, vous allez nous aider à écrire la santé de demain. Parce que souvent, c'est des gens qui ont plein d'idées. Et alors ? Voilà. Ils acceptent tous. Les annonces officielles, vous les aurez jeudi prochain. On est lundi, vous les aurez jeudi. Oh, ça va. Non, c'est vrai ? Ouais. Bien sûr. Ah non, mais les annonces des experts auditionnés. Ah oui, j'ai cru que le vrai Ségur de la santé, c'est 40 jours. Ça démarre le 14 février, Saint-Valentin. De toute façon, on en a marre de la Saint-Valentin. Non, c'est la journée mondiale des épileptiques, le 14 février. Eh ben, excellent. C'est exactement la même chose que le coup de foudre. Mais c'est vrai. Excellent. Est-ce que vous saviez que Saint-Valentin est le patron des épileptiques ? Pas du tout. Voilà. Merci d'être venu. Quelque part, là, je me dis qu'à question pour un champion, j'aurais pas gagné. C'est vrai ? Ouais. Ouais, mais c'est question de santé. Ça me fait gamberger ce que vous faites là. Ouais, je sais. Vous voulez qu'on en parle ? En général, c'est avec Maximilien. Beaucoup de sujets, de toute façon, sur la santé qu'on n'évoque pas. Donc, je peux en lancer un autre ? Allez-y. Il y a quelque chose qui m'a interloqué aussi. Ouais. Donc, il y a un outil qui s'appelle l'ONDAM, Objectif national de dépenses d'assurance maladie. C'est un montant fixé par projet de loi qui est voté au Parlement, qui définit les montants à ne pas dépasser. Depuis 10 ans, le montant est toujours plus bas que nécessaire. La population vieillit, l'activité croît d'un pourcentage estimé, mais le budget alloué est toujours inférieur. La santé est donc artificiellement en dette, c'est ce que je me dis. Pourquoi faire ça, à part créer de la peur, de la compétition, de la sanction et de la dette? Maximilien. Moi, je ne comprends pas, mais c'est une question sincère, donc j'aimerais que tu me dises. Et Maximilien, c'est encore pire que ça. Et ça, il faut que les auditeurs, ils l'entendent bien. L'ONDAM, non seulement il ne couvre pas suffisamment, mais il ne fait que baisser. Oui, alors il fait que de baisser. Ah, ça, c'est le premier point. En dessous mais ce qui est très rigolo, c'est quand on discute avec des sénateurs ou des députés, qui sont quand même nos interlocuteurs directs. En l'occurrence, comme nous, on a lancé le collectif Santé en danger, on a été voir les députés et les sénateurs. Je leur ai dit, mais arrêtez avec l'ONDAM. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? L'ONDAM, il est imposé une semaine avant à tous les députés. Il est signé, il n'y a pas de débat. Il est imposé par qui ? Par le gouvernement. D'accord. Voilà. Les sénateurs, eux, ont un peu de marge de manœuvre pour l'analyser parce que les députés doivent le voter avant. Donc les sénateurs, eux, ont un peu plus de temps. Mais globalement, c'est emballer, c'est peser. Content, pas content. L'ONDAM est signé et c'est comme ça. Et tant que l'ONDAM ne sera pas modifié, le problème, il est très simple. Tant qu'on continuera à fonctionner avec l'ONDAM pour le système de santé, on ne changera jamais. Donc nous, on dit fin de l'ONDAM. Alors on parle de la santé et les hommes politiques n'en parlent peut-être pas assez de la santé, ou alors ils en parlent mal. On en parle ce matin avec Maximilien Bachelard, docteur en psychologie et psychothérapeute, et puis notre invité, le docteur Arnaud Chiche, qui est médecin réanimateur à la polyclinique Hénin-Beaumont et qui est le lanceur du collectif qui s'appelle Santé en danger.
Alors, moi, je relance sur une question. Je mets pas all-in tout de suite. Les urgences fermées. Donc, quand j'ai appelé Arnaud, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai vu une liste d'urgences qui était fermée sur les réseaux sociaux. Les gens mettaient une information. Je vais pas vous la faire toute, mais bon, il y a Marseille, Aix-en-Provence, à Marmande, à Cherbourg, à Roubaix, à Boulogne-sur-Mer, à Saint-Denis, à Levallois, à Longjumeau. Enfin, c'est un truc qui m'a complètement halluciné. Est-ce que vous avez un chiffre de combien il y a d'urgences fermées en France ? Alors, il y a 2 types de fermetures. Il y a fermeture totale. Et il y a la nuit. Voiron, Laval. Et il y a la nuit. Alors, la nuit, la fermeture de nuit des urgences, ça devient la norme. Donc, moi, je dis à vos auditeurs, attention, quand vous allez faire un problème cardiaque, le faites pas la nuit. Parce que les urgences vont être fermées. C'est complètement ridicule ce que je vous dis. Et pourtant, c'est le raisonnement des politiques. On ferme des services d'urgence par manque de personnel la nuit. Et alors, il se passe quoi pour les gens ? Eh ben, je sais pas. Mais moi, j'ai Voilà. une sensation C'est ça la étrange. santé en France aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on se bat. J'ai une sensation étrange, c'est qu'en prenant ces infos, je me suis dit, on dirait que c'est un truc que personne ne sait trop. J'en parle sans arrêt, moi, Maxime. Je peux pas faire je plus. Me suis dit, c'est peut-être un secret de polichinelle, mais en fait, quand j'en parle autour de moi, les gens n'étaient pas au courant. Non, donc ouais. je me suis dit, mais. Il y a eu un article, il y a eu une dépêche en France Info il y a 48 heures. Moi, ça fait 2 mois que j'en parle. Oui, Parce que, encore une fois, avec notre maillage territorial, les infos, elles arrivent tout de suite. Ça fait 2 mois que j'en parle. En fait, si vous n'étiez pas là, on l'aurait pas vraiment su. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on faisait une petite fermeture là. À Laval, il y a le docteur Caroline Brémond qui parle beaucoup. À Voiron, à côté de Grenoble, c'est le territoire de. Que le service doit se dénoncer lui-même. Le service Exactement. doit appeler les médias. Exactement. Évidemment, le gouvernement Mais ne bien va pas sûr. dire refait, on a une nouvelle liste de tout À ce qu'on Bordeaux, fait par exemple, vous avez pas vu ces vidéos à Bordeaux ? On a mis une tente devant le CHU de Bordeaux. Alors moi, j'ai eu tous les urgentistes de Bordeaux au téléphone. Ils me disent plusieurs choses. Arnaud, le problème, c'est les lits d'aval. Donc c'est une fois qu'on a le patient aux urgences, on ne peut pas le transférer dans un lit parce qu'il n'y a pas de lit ouvert avec des infirmières pour s'en occuper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas que Bordeaux. C'est un niveau de tension partout sur tout le territoire. Réponse de l'ARS. Transféré à Limoges ou Poitiers. Voilà la santé en France en 2022. Alors moi qui suis un expert santé, anesthésiste, réanimateur, urgentiste, je fais de la régulation. Je peux vous dire que il en va de ma responsabilité de docteur de tout faire pour changer cela, parce que le souci, c'est qu'il va y avoir des morts. La régulation, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le 15. C'est quand vous faites le 15, vous avez des agents de régulation qui vous répondent. Dispatch. Et je les salue, parce qu'ils sont aussi en manque de reconnaissance de leur travail. Tous les agents de régulation médicale qui répondent. Et ensuite, il y a des médecins qui envoient les pompiers ou les ambulanciers, que je salue, les ambulanciers qui interviennent sur tout le territoire et qui réalisent la grande majorité des interventions. Et quand il y a un gros carambolage sur une autoroute, c'est les pompiers qu'on envoie. Tout ça est téléguidé par ce qu'on appelle la régulation médicale. Et le souci, c'est que les régulations sont très dans l'embarras, parce qu'en fait, elles ont une cartographie de territoire avec pas d'équipe de SMUR, urgence fermée. La question, c'est où est-ce qu'on met les malades ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un vrai souci. Et là, vraiment, moi, je fais 2 appels. D'abord, un appel aux Français. Ne vous laissez pas faire. Refusez. C'est-à-dire, comment on refuse ? Eh ben, on va voir son maire, on dit qu'on n'est pas d'accord. Et puis surtout, quand on vote fin avril, on dit qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Deuxièmement, les élus. Et les élus locaux. Mais pourquoi on les entend pas plus ? Les maires ont beaucoup de pouvoir en France. Les maires, l'association des maires de France, c'est un gros truc. Pourquoi ils tolèrent ça ? En tout cas, moi, si j'étais maire, je tolérerais pas et je serais sans arrêt avec une tente symbolique devant l'Élysée. Moi, je pourrais les imaginer dire qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais bon, peut-être que... Oui, mais Maximilien. Qu'ils aient raison ou pas. Non, mais Maximilien. Moi, mon métier, c'est dans un bloc opératoire. Il y a la question de la dilution du pouvoir. Oui. Tout le monde a la sensation qu'il n'a pas vraiment le pouvoir et qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Oui, mais Maximilien, vous savez, dans ces affaires-là, si on part du principe qu'on va pas y arriver, on est sûr de pas y arriver. Donc, il faut au moins être lanceur d'alerte. Il faut qu'il y ait des maires qui montent au créneau pour dire, le maire de Gradignan, j'aimerais qu'il parle à la télé. Le maire de Saint-Denis, dont les urgences pédiatriques sont fermées, je voudrais l'entendre. Le maire de Laval, je voudrais l'entendre. Alors peut-être qu'il s'exprime et que c'est moi qui n'ai pas vu l'information, mais je suis désolé, je trouve ça gravissime. C'est pas assez Ouest-France, voilà, c'est ça. Peut-être, mais en tout cas, assurément, il y a là un phénomène très inquiétant, dont la cause primaire est le manque de ressources médicales et paramédicales. Pour 2 raisons, les organisations de travail, les ratios dont on a parlé tout à l'heure, et la rémunération des paramédicaux. Pour les médecins, pour les médecins, c'est très simple. Quand on est de garde à l'hôpital, on est payé 18 € de l'heure quand on est docteur. Et ben aujourd'hui, les médecins, ils veulent plus être payés 18 € de l'heure, puisque quand ils passent intérimaires, ils sont payés 50 €. Donc nous, Collectif Santé en Danger, on dit, c'est les intérimaires qui ont raison. Les médecins des hôpitaux doivent être payés 50 € de l'heure. Tant que le gouvernement n'aura pas compris ça, ça fait 30 ans que ça dure. Et ben on en arrivera là.
Vous dites que les Français doivent voter, mais alors ils votent qui pour un programme à l'hôpital qui justement respecte ce que vous donnez comme chiffres et qui s'oppose à la fermeture, notamment des urgences? Heureusement, j'ai la notice pour les Français. Heureusement, les Français vont tous aller voir le vraisségurdelasanté.fr, s'inscrire. Ils vont avoir le programme des auditions d'experts santé. Et sur le vraisségurdelasanté.fr, ils savent que le 27 et le 28 mars, nous allons auditionner tous les programmes santé des candidats, en espérant avoir vraiment les candidats. À l'issue de ces auditions-là, on pourra vous dire, écoutez, le programme santé qui nous semble le plus légitime, le plus proche de ce qu'il faudrait en réalité pour nous, ce sera lui. Je voudrais juste vous dire une petite chose. Pas celui de Macron, puisqu'il est déjà au gouvernement et ça vous va pas déjà. Joker, il a le droit d'apprendre, il a le droit de s'améliorer, il a le droit de profiter du vrai Ségur de la santé. J'étais à l'Élysée vendredi pour l'aider, pour qu'il vienne s'inspirer de cela. Nous, on est force de proposition. Il vous a mis un vent, Macron, il vous a pas du tout, pas du tout. On est un là. Oui, il m'avait un vent. Occupé. Non, mais il m'a mis. Vous savez, j'ai vu Yannick Jadot qui m'a écouté pendant 2 heures. Je suis en contact avec Valérie Pécresse. Ils sont pas très loin, les candidats. Ils sont pas très loin. En fait, les candidats, je pense qu'ils manquent d'idées et leurs conseillers sont pas bons. Et donc nous, on leur dit, on est une boîte d'idées santé. Servez-vous. On n'a que des bonnes idées validées par les sociétés expertes. Arnaud, moi j'ai une question qui m'embarrasse depuis longtemps. Vous n'allez pas me déclarer votre flamme, Maximilien? Non, Maximilien va sortir de l'embarras surtout. Voilà. Qui gouverne la santé en France? Parce que vous avez un ordre des médecins. Vous avez autant de médecins au gouvernement depuis des décennies. Le pouvoir est aux mains des financiers, des médecins, je ne sais plus. Est-ce que le pouvoir vous a échappé? J'ai vérifié il y a quelques jours. Vous avez 34 députés médecins, 2 sages-femmes, 7 chirurgiens, 7 dentistes. Il y en a autant au Sénat. Comment ça se fait que les médecins ont perdu les commandes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une petite aparté, on pourrait faire une réflexion différente pour les psychologues, parce qu'ils ne sont pas dans ces instances. Vous, les médecins, vous y êtes quand même depuis un bon moment. Alors, je vais vous répondre. Vous avez raté au poker. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais vous répondre le plus court possible et je vais essayer de tout vous dire. À l'échelle hospitalière, on milite pour une gouvernance bicéphale, administratif-médecin. Aujourd'hui, c'est des administratifs. Ça, c'est le premier point. Il faut que les médecins reviennent un peu aux commandes dans les établissements de santé. Deuxièmement, quand j'ai lancé le collectif Santé en danger, c'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait un gros problème de gouvernance santé en France. Et quand un expert santé ou un médecin comme moi de terrain lance un signal d'alerte, il n'est pas normal que je ne sois pas entendu par les tutelles plus vite que ça n'a été le cas. J'ai été reçu au ministère en 3 mois. Ensuite, les médecins que vous citez, les soignants qui sont devenus des politiques, vous savez, je pense qu'il y a des soignants qui continuent leur métier de soignant, et puis il y en a qui ont pris une carrière de politique. Véran, il est neurologue. Oui, mais je pense qu'Olivier Véran, il a aussi été porteur. Il a consulté ce matin? Non, mais c'est son choix. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait des gens qui s'investissent en politique. Mais certains sont déconnectés. Oui, mais voilà, il faut garder une connexion. Alors, vous qui êtes toujours à la télé, vous avez encore le temps de consulter Êtes-vous encore connecté, Arnaud? C'est une vraie bonne question. En fait, là, je viens vous voir pendant mes vacances scolaires. Et pour être aux heures ouvrables à Paris, je travaille la nuit pour avoir des repos de sécurité, puis pour pouvoir venir à Paris. C'est-à-dire que vous faites vos heures encore de... je fais plus que les heures normales. Mais c'est ça, la vraie question. Il n'y a pas de souci. C'est normal de me poser la question, parce que maintenant, je l'explique quasiment comme quand on donne sa liste de conflits d'intérêts. Maintenant, j'explique comment je suis disponible. On s'intéresse à votre santé. En fait, on a 2 options. On va faire le vrai Ségur de la santé. On va voir ce qui se passe. Après, on a 2 options. Dans le comité, Arnaud, nous sommes en guerre. Oui, non, mais dans le comité stratégique du collectif Santé en danger, il y a un gros lobbying qui me demande de créer un parti santé, comme il y a le parti des chasseurs et le parti écologique, et là ensuite aller battre la REM, Horizon, Agir partout sur tout le territoire. Bon, j'espère qu'on ne sera pas obligé de faire ça. Moi, j'ai un autre plan. On va encore m'engueuler parce que je ne devais pas en parler. Mais la paix, non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a la place pour une ONG santé internationale qui serait en fait un peu comme WWF ou Amnesty International. Une ONG santé qui aurait à un moment donné un peu d'influence sur les tutelles et notamment sur les gouvernements en disant ça c'est pas bien ce que vous faites. Et en tout cas il faut qu'il y ait un organe de contrôle ou en tout cas consultatif qui permette à un moment donné à tous ces gens-là une rétroaction dans le système. Exactement, et puis sortir des bureaux parisiens. C'est pas possible. La santé à Paris n'est pas la même que dans la Creuse, n'est pas la même qu'en Corrèze, n'est pas la même que dans le bassin minier des Hauts-de-France. Et c'est pas possible de laisser faire. Et alors vous pourriez me dire, mais enfin Arnaud, il y a les ARS. Mais les ARS, c'est avant tout un organe de diffusion d'informations descendant. En fait, ils ne font pas remonter
les informations. Donc en fait, il faudrait aussi des soignants de terrain dans les ARS pour un petit peu rendre ces organes-là efficientes sur l'organisation du soin en France. Je vous ai dit plein de trucs là. Non, ouais, l'ONG. Ça a de la gueule, ça. Hein. Mais là, vous vous situez où finalement? Vous êtes quoi? Vous êtes un militant, un porte-parole, un passionné, un citoyen? Je suis un mec sympa, triathlète papa poule. Triathlète, hein. Ouais. Je suis un médecin anesthésiste réanimateur temps plein, d'accord. J'ai aucun temps dédié à mon activité, donc il faut que les auditeurs comprennent que quand ils me voient, c'est forcément sur du temps libre, du temps de vacances ou alors du temps nocturne ou très matinal. Pas un parti, quoi. Voilà. Non, pas du tout. J'ai une indépendance politique totale. Alors il paraît que je suis perçu dans la presse comme étant gauchiste ou de gauche, c'est faux. J'ai plutôt une pensée libérale dans ma tête. Mais si aujourd'hui s'intéresser à l'éducation, s'intéresser à l'hôpital public, c'est de gauche, bah alors écoutez, je suis de gauche. Moi je suis surtout pour la santé. La santé, elle n'a pas d'odeur ni de couleur politique, faut arrêter ça. Donc, lanceur d'alerte, c'est lanceur d'alerte en lien. Voilà. Oui, lobbyiste de la santé, en lien direct avec les syndicats, parce que il faut bien comprendre une chose, Maximilien, c'est que nous, on signera jamais d'accord pour changer la vie des soignants. C'est les syndicats. Donc moi, je suis en interaction totale, permanente, avec Jérôme Marty, avec Emmanuel Loeb du syndicat Jeunes Médecins, avec Anne Vernet du syndicat SNFAR, avec Gaëtan Casanova pour les internes. Je suis en contact direct avec les référents au niveau des corps intermédiaires. Nous, on est un accélérateur de particules. Moi, je me demandais si l'argent était vraiment le responsable de tout ça, en fait. Pas que. Parce que sont maltraitants les gens et pas les machines, et les machines remplaceront à peu près tout le monde d'ici 50 ans. Il y aura plus rien. Alors ça, Maximilien, on reprend rendez-vous dans 5 ans. Dans 50 ans, vous avez donné rendez-vous? Oui. Alors 50 ans, non, je vais être vieux, 96 ans. Non, peut-être. Il y a des choses qui vont changer. L'intelligence artificielle, a priori, va nous aider dans l'efficience, mais pas partout. L'art médical est encore quelque chose qui relève des êtres humains à ce jour, même si on n'a aucune raison d'imaginer qu'on ne soit pas aidé. Écoutez, je sais ce que je vais vous répondre. On n'est déjà pas capable d'harmoniser les logiciels de santé dans chaque hôpital. Ah bah c'est sûr. Un hôpital égale un logiciel. Et aujourd'hui, quand on transfère un hôpital d'Hénin-Beaumont à Lens, on imprime 30 pages papier. Ouais. Alors vous savez, l'intelligence artificielle qui va soigner les gens, j'attends de voir. C'est aussi la question de l'anticipation de l'être humain. Ça me fait penser au numerus clausus aussi, où on n'a rien anticipé, quoi. Et tout à fait. Et vous voyez, par exemple, Macron a dit il n'y a pas très longtemps qu'il faisait un plan intelligence artificielle sur 30 ans ou à 10 ans de 30 milliards. J'ai vu passer ça. J'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, c'est bien. La santé des gens aujourd'hui, c'est encore mieux. Donc, vous savez, dans la préoccupation écologique, la préservation des écosystèmes, dans la préoccupation écologique qui doit être la nôtre, y compris en lien avec la santé, qui doit être le fil rouge, prévention, éducation, santé environnementale, en fait, cette notion de arrêter de consommer trop ou de s'expandre. J'ai envie de dire, avant de s'expandre. Vous savez, l'univers est en expansion. Ouais. Est-ce que nous, les hommes, on doit toujours s'expandre au niveau de nos idées, de nos projets? D'accord. J'ai juste envie de dire, soyons capables d'être opérés de l'appendicite déjà. Puis après, on fera les intellectuels. Ça s'opère encore, l'appendicite? Oui. Un mot sur la 5e vague, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé. On en sort de cette 5e vague? On en sort les là, c'est une question. Ouais. Bah, écoutez, je vais vous répondre au maximum du pic. Il y avait 4000 malades en réa, il y en a encore 3650. Hein. Donc, vous savez, de Covid en réanimation. Donc, c'est une décrue lente. Et jusqu'à il y a quelques jours, les hospitalisations conventionnelles, donc hors soins critiques, augmentaient encore. À Bordeaux, il y avait comme une file d'attente de pompiers, dont des patients Covid. Hein. En Corrèze, c'est pareil. En Corrèze, Brive-la-Gaillarde, il y a des tentes devant l'hôpital parce qu'on ne sait pas où mettre les malades. Et il y a beaucoup de patients Covid. Donc, un peu d'humilité par rapport à ce virus. On ne va pas le balayer comme ça. Ça va avoir un impact sur la santé sociale en plus. Parce qu'on a quand même intériorisé que l'autre pouvait être un problème. Et puis, moi, je me dis que finalement, la France va finir comme les États-Unis d'une certaine manière. Et c'est-à-dire c'est-à-dire que les mutuelles prendront le pas, l'argent prendra le plat, les gens se baladeront dans la rue pour ne pas être soignés, et puis ils se débrouilleront aujourd'hui, comme Maximilien, quand vous allez chez le dentiste, le mec, il vous demande si vous avez une mutuelle, une carte bleue. Il y a le projet de sécurité sociale, la généralisée, qui bloquerait par rapport aux mutuelles, parce qu'on est reparti sur la question financière. La question du fonctionnement capitaliste et de la santé est, pour moi, il me semble, l'enjeu perpétuel quand même. C'est très intéressant comme question. Il faut arrêter d'appliquer à la santé une vision d'économie marchande. Bah oui. Et
d'en faire comme une usine de chaussures en disant on supprime la moitié des machines et vous faites 2 fois plus de likes. Pour sortir de ça. Oui, Maximilien. Le projet, c'est plaçons la santé au cœur de la société, au cœur d'un projet économique. Rendons-la sexy, bankable, dépositaire de la préservation des écosystèmes, l'agriculture biologique, la fin des pesticides, la bonne bouffe, la qualité de l'air, la qualité des eaux, le lien social, le lien social, la préservation du lien social, le grand âge. Et là, oui, la santé va produire des emplois, des nouveaux lieux de vie. On va consommer, on paiera des impôts et vous allez voir, la boucle sera fermée. Arnaud Chiche sur Beurre FM, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Vous réécouterez l'émission en podcast et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Maximilien Bachelard, pardon, excusez-moi. J'étais familier. On vous retrouve bientôt sur Beurre FM et passez une très belle journée santé.